Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre le travail de la Haute Assemblée. Le sport est sans doute l'un des secteurs les plus touchés par la crise du coronavirus. Pour en parler, les sénateurs ont auditionné la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. La pratique sportive a été très restreinte pendant le confinement. Les sports collectifs sont toujours interdits pendant le déconfinement et les compétitions sportives ne pourront reprendre qu'à partir de la fin du mois de juillet. Alors quelles sont les conséquences de toutes ces mesures? La réponse dans cette audition. À l'image de l'ensemble de la société, l'écosystème sportif est cruellement touché par la crise. Les conséquences sont désastreuses pour sa viabilité économique et les emplois qui en dépendent. Chaque club et association, chaque fédération, chaque sportif professionnel, chaque entreprise privée en a souffert et en souffre encore. Certains sont en péril. Je veux dire aussi que les agents de mon ministère ont été exemplaires, les agents de la direction des sports, de nos services déconcentrés comme ceux de nos établissements et ont accueilli jusqu'à la dernière minute les sportifs dans leurs établissements. Leur engagement, leur disponibilité et leur vision de l'intérêt général ont constitué des atouts capitaux dans la gestion de cette crise. Puisqu'aujourd'hui, les conditions du déconfinement sont désormais posées, il est impératif de conserver cet état d'esprit. Car je le disais, il s'agit de partager toutes les informations disponibles, tout particulièrement auprès de notre réseau de petites associations sportives pour lesquelles cet accès à l'information est essentiel, mais souvent aussi difficile. De ce point de vue, je veux insister sur le rôle central des collectivités territoriales quand elles sont proches de ces petites associations qui maillent notre pays. Vous, représentants de ces collectivités, vous êtes tout autant essentiels et je veux vous dire que je compte réellement et concrètement sur vous et que moi-même et mes équipes sommes mobilisés pleinement pour continuer à échanger avec vous. Nous pourrions d'ailleurs envisager ensemble des nouvelles modalités pour pouvoir le faciliter. Alors, comment avons-nous géré cette crise? Nous avons choisi une méthode collaborative. Dès le 25 février dernier, une cellule de crise quotidienne s'est réunie avec toutes les têtes de réseau de la gouvernance du sport en France. Les deux comités, olympiques et paralympiques, le comité d'organisation des Jeux également, l'association nationale des directeurs techniques nationaux, la direction interministérielle aux grands événements sportifs, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, via l'ambassadrice pour le sport, l'INSEP, la direction des sports et bien sûr l'Agence nationale du sport et les représentants des collectivités territoriales. Dans le même temps, le directeur des sports a engagé un plan strict de continuité de l'activité du ministère et entretenu un dialogue social étroit avec les représentants de ses agents. Ce système de dialogue permanent nous a permis de partager, de réagir ensemble au gré de toutes les informations disponibles chaque jour et d'éviter les interventions cacophoniques ou contradictoires qui, vous le comprenez, aurait été très facile dans cette période de crise avec tous les acteurs très nombreux et médiatisés dans le domaine du sport. La qualité de cette collaboration se fonde sur une confiance mutuelle construite depuis plus d'1 an à travers notamment l'Agence nationale du sport et tout particulièrement avec les représentants de l'AMF, de l'ADF, de l'ARF et France Urbaine. Nous pourrons évoquer d'ailleurs à l'occasion de nos débats à quel stade d'avancement est la déclinaison territoriale de l'agence. Cette méthode collaborative nous a permis un pilotage transparent et partagé de toutes les problématiques qui ont émergé successivement. Elle nous a permis aussi de dégager très tôt 3 principes directeurs qui ont guidé mon action. Premier principe, la primauté stricte des enjeux sanitaires sur les enjeux de continuité sportive. Deuxième principe, le respect de la doctrine édictée par le ministère des Solidarités et de la Santé, sans chercher à développer une analyse sanitaire propre au ministère des Sports. Troisième principe, ne pas se substituer aux autorités préfectorales et locales qui sont au plus près des réalités des territoires. Avant d'entendre votre vision des choses et afin de ne pas être plus longue, je ne vais pas évoquer toutes les questions qui se posent à nous, comme les effets du report des Jeux de Tokyo et ses éventuels effets sur Paris 2024, ou encore les réformes qui étaient en gestation avant la crise et qui sont au repos aujourd'hui. Je pense ici à la réforme de l'organisation territoriale de l'État ou bien au cadre technique sportif. Nous y reviendrons, j'en suis sûre, dans nos échanges. Je vous propose donc d'évoquer dans mon propos 3 points distincts: la gestion de la crise en phase de confinement, la gestion de la crise en phase de déconfinement dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et enfin la préparation de l'après. Grâce à la cellule de crise que je viens d'évoquer et à cette méthode, nous avons pu mettre collectivement en situation de répondre d'une même voix aux interrogations de chaque fédération, de centaines d'organisateurs d'événements sportifs et de dizaines
2 milliers de clubs. Nous avons travaillé sport par sport, pratique par pratique, événement par événement, mais nous avons aussi avancé sur de nombreuses autres dimensions, et je me limiterai à n'en évoquer que 3 rapidement. L'accompagnement économique, la mise en place des dispositifs solidaires et la proposition d'offres aux Français pour faire du sport chez soi. Les pertes du mouvement sportif sont estimées à ce stade, et on est encore sans doute en dessous de la réalité, à 20 milliards d'euros. J'ai veillé donc naturellement à ce que tout l'écosystème sportif, de la pratique amateur jusqu'à la pratique professionnelle, puisse bénéficier des dispositifs de soutien gouvernemental appliqués au monde économique. Chômage partiel, exonération et report de charges, prêts garantis par l'État, par exemple. Et c'est déjà un investissement exceptionnel. D'autres dispositifs de soutien sont encore en cours de réflexion, notamment pour les secteurs d'activité de la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, dans lesquels sont inclus également le sport et la culture. Nous menons également un travail spécifique concernant la reprise et le soutien au sport professionnel, qui ne reprendra pas, au moins avant août prochain. Je fais beaucoup aussi pour que les positions des diffuseurs de télévision et des ligues professionnelles se rapprochent. Vous avez vu que nous avons avancé en quelques semaines car ces positions étaient assez lointaines. Nous avons travaillé sur le sport solidarité puisque nous avons mobilisé l'ensemble des ressources humaines de l'écosystème du sport dès la mi-mars pour des missions de solidarité comme l'aide alimentaire par exemple. Il s'agit de nos 170 000 éducateurs sportifs et sur la base du volontariat des agents du ministère qui se sont mobilisés. Je tiens à souligner également les fédérations et les féliciter de leur engagement, comme la Fédération française de sauvetage et secourisme qui a mobilisé 2500 bénévoles, les fédérations de football, de cyclisme, les fédérations de tennis qui ont mis leurs installations à profit des sans-abri et des personnels médicaux, mais également aussi des clubs professionnels comme le PSG, l'Olympique de Marseille et encore d'autres qui ont mis à profit leurs stades et leurs installations sportives. Et évidemment, l'INSEP, les CREPS, en lien avec les régions, se sont mobilisés pour soutenir l'activité de nos hôpitaux sur les territoires. La troisième action que nous avons menée, c'était de pouvoir encourager et accompagner la promotion du sport à la maison, puisque dans ces temps de confinement, à côté du télétravail, à côté du soutien à l'école à la maison, les familles ont pu s'adonner un peu plus peut-être que d'habitude, en ayant plus de temps aussi à disposition à la culture, au sport, à la cuisine. Et nous avions envie d'accompagner cette pratique sportive qui a été essentielle dans l'équilibre personnel de nos concitoyens, aussi bien pour leur bien-être psychologique que pour leur santé. Elle questionne aujourd'hui plus encore la place accordée au sport dans notre société et nous devrons y revenir. Nous avons soutenu et promu de nombreuses offres de start-up qui proposaient gratuitement des contenus visant à aider à faire du sport à la maison, si bien que le ministère a également fini par créer sa propre plateforme bougerchezvous.fr. Toutes ces initiatives ont été et sont toujours, je crois, très utiles pour mieux vivre cette période difficile de confinement. Un dernier mot enfin au sujet du travail qui est aujourd'hui en cours avec Jean-Michel Blanquer, Gabriel Attal. Avec le ministère de l'Éducation nationale, nous sommes en train d'envisager les voies et les moyens qui permettraient aux écoles de bénéficier du tissu associatif et sportif, sportif et culturel des clubs pour la reprise progressive de l'école. Dans les prochains temps, dans le cadre d'un nouveau dispositif appelé Sport, Santé et Culture Civisme, 2S2C, dont le président a fait toute l'heure part aussi dans son intervention lors de son déplacement sur la commune de Poissy. Les solutions devraient être trouvées très localement, mais cela semble à notre portée, à celle des collectivités. Nous avons mobilisé activement les fédérations sportives, les collectivités territoriales via l'ANS, et nous sommes prêts pour que cela puisse se mettre en place juste à côté de ce qui sera mis en place par l'Éducation nationale. Nous allons rentrer dans une nouvelle phase de la gestion de la crise, une première phase de déconfinement. Pour ce qui concerne le sport spécifiquement, la pratique sportive va reprendre à compter du 11 mai, progressivement, pour limiter les risques de contamination. J'ai proposé au Premier ministre une doctrine de reprise étape par étape qui autorise d'abord uniquement la reprise des activités individuelles en extérieur.
Ces activités devront respecter des critères de distanciation adaptés à chaque discipline, 10 mètres d'écart entre les personnes pour un footing ou pour faire du vélo, 4 mètres carrés, 1 mètre de chaque côté et dans la limite autour d'une même personne, dans la limite de 100 km autour de chez soi. Jusqu'au 2 juin minimum, les rassemblements autorisés seront limités à 10 personnes. La reprise des activités en espace intérieur et des sports collectifs ne pourra être envisagée que dans une seconde phase, selon l'évolution de la pandémie. Le ministère des Sports est en train d'établir une liste précise des activités autorisées pour que chacun puisse savoir s'il peut pratiquer son sport favori et dans quelles conditions. Plusieurs guides pratiques sont en cours de préparation. Nous les avons anticipés avec les fédérations, les ligues professionnelles, avec nombre de clubs professionnels qui, bien sûr, dans la sphère du football, tout particulièrement, et du rugby, ont été très actifs et je tenais publiquement les en remercier. Et aujourd'hui, nous sommes quasiment prêts. Ces guides pratiques devraient pouvoir être publiés dans les tout prochains jours. Il s'agira de guides très précis, organisationnels, sport par sport, avec par typologie d'équipement. Nous avons travaillé également avec l'ANDES et l'ANDIS sur un guide à destination de nos sportifs de haut niveau avec la cellule haute performance de l'agence, d'un guide sanitaire et médical, ou encore aussi des préconisations concernant la reprise du sport à l'école que nous avons intégré au protocole déjà publié par Jean-Michel Blanquer. Chacun d'eux est validé en temps et en heure, bien sûr, par les autorités sanitaires et il constitue une condition pour la reprise des activités de chacune des fédérations et des associations qui y sont affiliées. De manière générale, il n'est aujourd'hui pas jugé compatible avec la doctrine sanitaire d'autoriser à nouveau la pratique des sports à contact ou des sports collectifs. Toute reprise des compétitions sportives, y compris professionnelles pour ces sports, même à huis clos, au moins jusqu'au mois d'août, resteront interdites. Les manifestations sportives rassemblant plus de 5000 personnes sur un même lieu ne seront pas possibles non plus jusqu'à fin août, début septembre. Je tiens également à indiquer que j'échange actuellement avec mes homologues européens pour améliorer d'une part notre compréhension des enjeux respectifs avant d'entamer une coordination et un dialogue avec les instances sportives européennes. Ces échanges sont aujourd'hui en cours, chaque pays a été touché de manière différente, impliquant des réponses adaptées, mais je crois beaucoup dans les vertus de ces échanges. Ils sont essentiels pour garantir la meilleure reprise pour tous nos championnats nationaux et européens. Nous sommes conscients des conséquences économiques lourdes générées par le caractère progressif du déconfinement. Cela paraît néanmoins indispensable pour son efficacité et éviter tout risque de reprise massive des contaminations. En fonction de l'évolution concrète de la pandémie, il conviendra de revoir ces modalités d'ici fin mai. D'ores et déjà, plusieurs pistes commencent à être envisagées. Je veux rappeler toutefois que les interdictions que j'ai évoquées jusqu'à août prochain sont pour nous des objectifs réalisables si la situation sanitaire s'améliore conformément à nos attentes. Il nous faut donc avoir l'humilité et l'honnêteté de dire que ce calendrier pourrait être repoussé et sûrement pas d'être avancé. Je serai évidemment pleinement à l'écoute de vos différentes interventions et de vos retours de terrain sur ces sujets. Nous devons aussi nous projeter sur l'après, envisager les pistes qui nous permettront de soutenir l'ensemble du mouvement sportif gravement touché dans la période. C'est la dernière partie de mon intervention, penser à l'après. Le risque que nous devrons collectivement surmonter est celui de l'affaiblissement des associations sportives, de leurs structures financières et de leurs emplois. Le risque est aussi celui de l'engagement sportif à la reprise pour les bénévoles comme pour les pratiquants. Ces risques nous imposent de penser déjà au développement d'un plan de relance global et coordonné avec l'ensemble des acteurs, et notamment les collectivités territoriales. Nous avons déjà engagé ce travail avec tous nos partenaires en identifiant plusieurs thématiques stratégiques. Soutien à la pratique et aux clubs, soutien aux fédérations, aux clubs, aux déclinaisons territoriales et à l'emploi, la place des services de l'État, des établissements, de l'Agence nationale du sport, de la formation et du sport de haut niveau. Et enfin, un quatrième axe, le soutien économique aux acteurs, mobilisation de BPI France, le groupement d'intérêt économique France Sport Expertise, Business France, nous travaillons avec eux au quotidien, ainsi qu'un soutien économique au sport professionnel. Je souhaite pouvoir vous associer au mieux à toutes nos réflexions autour de ce plan de relance.
Un plan qui devra en outre être accompagné d'aménagements législatifs et réglementaires qui doivent aussi faire l'objet d'échanges entre nous. Après la première loi d'urgence du 23 mars 2020, de nombreuses ordonnances adoptées ont concerné le champ du sport, au plan administratif, social et financier, et c'était indispensable pour nos associations et pour nos agents économiques. Une deuxième loi d'urgence devrait normalement permettre de sécuriser les décisions des fédérations et des ligues professionnelles. Vous en avez touché un mot tout à l'heure, Madame la Présidente. En ce qui concerne l'arrêt de leur compétition 2019-2020, qui évidemment font des heureux, mais aussi des déçus, et qui, effectivement, cette instance pourrait souffrir de risques importants de contentieux, sans pour autant interdire d'éventuels recours. Enfin, un décret sport est également en préparation pour prendre en compte les évolutions réglementaires liées à la crise et au report des Jeux de Tokyo de 2020 à 2021. Il concernera en particulier la possibilité pour les fédérations de décaler jusqu'au 30 avril 2021 le renouvellement de leurs instances dirigeantes. Au-delà de ces évolutions, je pense que nous devons déjà nous projeter encore un peu plus loin pour penser au sport d'après la crise et approfondir nos réflexions sur la place qu'il devrait plus occuper encore dans notre société. Et là encore, j'aurai besoin de vous. Je vous remercie et j'écoute avec plaisir et intérêt vos interventions. Merci infiniment, Madame la Ministre. Merci d'avoir reprécisé que le sport, c'est à la fois le monde professionnel et la pratique amateur, notamment au plus profond des territoires. Merci d'avoir rappelé aussi que c'était un secteur économique. C'est bien ça aussi qui nous préoccupe grandement. Vous avez rappelé aussi les liens connexes avec les droits audiovisuels et voilà, tout ça qui va être mis en cause avec l'annulation des grandes manifestations sportives et des grands événements. Sans plus attendre, je vais passer la parole à notre rapporteur Jean-Jacques Lozach pour qu'il vous pose une première série de questions. Je vais profiter de cet intermède pour céder la présidence de cette audition à mon collègue Jean-Pierre Leleu qui va brancher sa caméra et se substituer à moi. Je vous m'excuse encore une fois, c'est tout à fait exceptionnel que au train de devoir vous quitter pour rejoindre à l'étage inférieur l'hémicycle. Merci, chers collègues. Je sais qu'il y a beaucoup de questions parce que c'est un secteur, Madame la Ministre, sur lequel nous avons été beaucoup sollicités dans chacun de nos territoires. Autant beaucoup de solutions. Merci, Madame la Présidente. Donc, Monsieur le rapporteur Jean-Jacques Lozach, vous pouvez poser votre première série de questions et brancher votre caméra, cher Jean-Jacques. Voilà. Bien, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Merci pour cette intervention et pour le rappel de votre analyse de la situation actuelle et de ce qui a été fait depuis fin février par votre ministère, à la fois sur le plan strictement ministériel, mais également de manière transversale, de manière interministérielle. Bien sûr, pour chacun d'entre nous, c'est l'évidence, le sport est frappé de plein fouet par cette crise de la pandémie du Covid-19, comme tous les autres secteurs de la vie sociale dans notre pays aujourd'hui, avec notamment sur le plan économique un effet ciseau redoutable, avec d'un côté une baisse des recettes et puis de l'autre eh bien des charges fixes qui sont toujours là et qui doivent être financées, en particulier pour les clubs employeurs et les associations employeuses. Alors, je vais poser une première question qui est, je dirais, à cheval sur la période du déconfinement et puis d'autre part sur l'après, que sera le sport de l'après-Covid-19. Il y a aujourd'hui, bien sûr, sur le plan économique, ces dispositifs de droit commun qui s'appliquent et qui s'appliquent notamment aux clubs et aux fédérations, mais je sais que vous êtes demandeuse, et c'est tout à fait légitime, d'un plan spécifique pour le sport, d'un plan de relance. Donc, à ce stade, même si effectivement c'est peut-être un peu prématuré, mais quelles sont selon vous, ou quelles devraient être selon vous les priorités de ce plan de relance pour le sport et également ses financements?
Une deuxième chose, suite en particulier à notre loi sur la mise en place de l'Agence nationale du sport, très récemment, on a procédé à un bilan de l'activité parlementaire de la session dernière et on est revenu en particulier sur cette loi dont le rapporteur était notre collègue Claude Kern. Et donc, on a mentionné en particulier l'absence de publication au journal officiel d'un certain nombre de décrets qui auraient sans doute favoriser en tout cas la mise en place territoriale de l'Agence nationale du sport et qui donc serait sans doute d'une aide précieuse pour gérer la période de difficulté que le sport traverse actuellement. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé des ordonnances, effectivement, qui occupent ou qui vont occuper l'actualité brûlante dans ce deuxième texte de plan d'urgence, mais on voudrait savoir si assez rapidement, eh bien, ces décrets d'application vont sortir. Sur l'après, je voudrais également, parce qu'on s'aperçoit quand même que le sport professionnel, même lorsqu'il est riche, si je peux dire, je pense bien évidemment au football notamment et au rugby, mais on s'aperçoit que dès qu'il y a une crise de cette ampleur qui surgit, ils deviennent des colosses au pied d'argile. Et ce matin, par exemple, nous auditionnions Patrick Wolf, donc comme président de l'Association nationale des ligues sportives professionnelles, qui nous disait que la situation des clubs, de façon très synthétique, était à peu près bonne, à peu près satisfaisante jusqu'à la fin du mois d'août, mais qu'après, effectivement, les difficultés importantes pouvaient apparaître. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez à l'esprit, comme volonté au sortir de cette période, d'en appeler en quelque sorte aux dirigeants, notamment du foot professionnel, à reconsidérer leur modèle économique. On sait que c'est un modèle qui est terriblement artificiel, terriblement inflationniste. Est-ce que, effectivement, ces disciplines-là, pour le volet sport de haut niveau, ne vivent pas au-dessus de ses moyens? Et est-ce que, justement, ce n'est pas une occasion de revenir à des positions plus sages? Et enfin, puisque vous avez commencé votre intervention en évoquant les compétitions qui sont reportées ou annulées, je voudrais savoir si le débat il est définitivement clos en ce qui concerne l'organisation de compétitions à huis clos au mois d'août. Je pense notamment à la finale de la Coupe de France de foot, à la finale de la Coupe de la Ligue. Bon, il y a des pressions, bien évidemment, qui s'exercent de la part du foot professionnel parce que eh bien, les droits de retransmission télévisée n'entrent plus puisqu'il n'y a plus de compétition télévisée. Est-ce que le débat est définitivement clos ou bien est-ce qu'il reste encore en partie ouvert, notamment pour ce mois d'août? Merci. On ne vous entend pas, monsieur Leleu. Mais j'imagine que vous me donniez la parole pour la réponse. Voilà. Oui, je remercie Jean-Jacques Lozach, le rapporteur, et je vous cède la parole pour une première série de réponses. Merci, monsieur Lozach, pour ces questions. Effectivement, je voulais rappeler l'importance qu'a joué, le rôle qu'a joué l'Agence nationale du sport également dans cette gestion de crise, parce que nous étions finalement le seul secteur à pouvoir travailler en gouvernance partagée autour de cette thématique. Et dès le début, nous avons pu associer toutes les parties prenantes et surtout, ça a été un outil extraordinaire pour se mettre en échange permanent avec les collectivités. Et effectivement, les décrets aujourd'hui pour que la déclinaison territoriale de l'agence puisse être actée dans la loi sont aujourd'hui quasiment finalisés. D'ailleurs, on est heureux que cette gestion de crise et ce plan de relance finalement en sortie de crise puisse être finalement un bon sujet pour la déclinaison territoriale et qu'on puisse les uns et les autres agencer nos différents plans de relance, qu'on soit à un niveau national, à un niveau local, à un niveau privé ou à un niveau fédéral, puisque comme vous l'avez très bien souligné, le sport est un secteur qui capte des financements qui viennent de beaucoup d'endroits. Et effectivement, dans cette période de crise, je pense qu'au niveau de l'État, et en tout cas ici au ministère des Sports, nous avons
pleinement joué notre rôle et défendu la place du sport, puisqu'il faut encore le rappeler, le sport en France est une compétence de l'État, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays voisins. Et c'est ce qui nous a conduit aussi à prendre un certain nombre de décisions, comme par exemple de proposer cet arrêt de la saison 2019-2020, malgré les conséquences et en connaissance de cause des conséquences économiques que ça pouvait engendrer sur le sport professionnel. Donc voilà, un rôle très, très important de l'agence, une déclinaison territoriale qui va avoir un vrai sujet à gérer dès la mi-mai, puisque nous avons choisi de parler de ce plan de relance que nous co-construisons actuellement sur des axes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de soutien à l'emploi, de soutien aux petites associations, de soutien aussi au monde professionnel qui est en difficulté, pour toutes les raisons que vous avez justement évoquées, c'est-à-dire la fragilité, malgré les sommes en jeu d'un secteur qui, faut le dire, en un mois a été mis à genoux par la crise. Aujourd'hui, beaucoup de clubs, pas tous les clubs, mais beaucoup de clubs ont énormément souffert du manque de rentrée à cause de la billetterie qui n'existait plus, à cause des droits télé qui ont été suspendus du fait de diffuseurs qui n'ont pas joué le jeu aussi. Il faut le rappeler, et aussi derrière des salaires qui effectivement il fallait les sortir pour maintenir les joueurs et pour pouvoir jouer ce jeu concurrentiel à un niveau européen. Donc des clubs souvent pris en étau, et effectivement les mesures proposées par l'État de prêts garantis, mais aussi ces mesures de chômage partiel, même si évidemment la compensation de l'État n'allait de loin pas jusqu'au salaire des joueurs, a été très utile et est très utile aujourd'hui au monde professionnel, même si évidemment ça ne pourra pas durer éternellement. Pour revenir sur les dates que vous avez évoquées, je l'ai bien mentionné tout à l'heure, si la décision de l'arrêt de la saison de football a été actée du fait d'autres décisions qui ont été prises, à savoir les gestes barrières, la distanciation indispensable, la limitation des déplacements, le non-croisement des populations à l'intérieur de la France, tel que préconisé par le Premier ministre dans ses déclarations, eh bien de fait, ça a provoqué cette décision qui était naturelle, puisque la proposition qui nous avait été soumise par la Ligue, c'était une reprise au 13 juin pour pouvoir finir au 3 août. Donc, effectivement, il a été acté qu'aucune compétition ne pourra se tenir dans le monde professionnel, aucune compétition de sport professionnel ne pourrait se tenir jusqu'à fin juillet, donc je répète bien, de sport professionnel. Et puis derrière, pour le mois d'août, avec cette incertitude qu'on ne sait pas si le nombre de personnes dépassera les 10 personnes, comme c'est le cas aujourd'hui pour les 3 semaines qui vont suivre le 11 mai, dans quelle mesure ça va monter jusqu'aux 5000 à ce nombre annoncé par le Premier ministre qu'on ne pourra pas dépasser jusqu'à fin août. Ça voudrait dire que si l'évolution de la pandémie est plutôt positive et si toutes les mesures sont respectées et qu'il n'y a pas besoin de redescendre d'une marche dans cette progression du déconfinement, eh bien, au mois d'août, des compétitions pourraient se tenir avec un nombre limité de personnes, soit qui organisent les compétitions, ou soit qui suivent ces compétitions à l'intérieur d'un stade ou publiquement, autour de sportifs qui seraient en activité. La seule inconnue à ce stade, et qui est de toute façon qui engendre une durée incompressible, c'est le fait que pour pouvoir s'entraîner ensemble et pour pouvoir faire du football tel qu'on le connaît, du rugby tel qu'on le connaît, du cyclisme tel qu'on le connaît sur les grandes compétitions, puisque c'est les 3 sports qui restent aujourd'hui en question pour le mois d'août, eh bien, il faut pouvoir se remettre ensemble et se réentraîner en commun. Et aujourd'hui, nous n'avons pas à notre main aujourd'hui la possibilité de proposer aux sportifs la possibilité de se remettre de manière sécurisée et rassurante à jouer ensemble, au contact. Donc là, sont ciblés effectivement les sports de combat et les sports collectifs sur lesquels il va falloir encore qu'on travaille et qu'on regarde comment aller plus loin. Aujourd'hui, la grande annonce, c'est effectivement que les sportifs peuvent de manière individuelle reprendre l'entraînement, et je pense que c'est déjà une annonce très attendue par les sportifs et les clubs. Voilà. Merci Madame la Ministre, merci Monsieur le rapporteur. Je vais passer la parole aux orateurs des différents groupes en leur rappelant que comme il y a de nombreux orateurs prévus, il faut être synthétique, et on va passer par des séries de 3 questions. Donc dans une première série, je demanderai à Michel Savin
du groupe LR d'intervenir, suivi de Claude Kern et suivi de Jacques-Bernard Magnier. Donc, Michel Savin, vous avez la parole pour vos questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour cet échange. Je voudrais intervenir, moi, quatre questions, Président, sur les 3 thèmes. Sport amateur, sport de haut niveau, collectivité et sport professionnel. Concrètement, sur le sport amateur, Madame la Ministre, vous le savez, il y a une crainte de voir le nombre de licenciés à la baisse au mois de septembre. Hein. Beaucoup de fédérations font des estimations entre 5 et 10% de baisse du nombre de licenciés. Envisagez-vous un soutien aux fédérations et aux clubs? Première question pour le sport amateur. Sur le sport de haut niveau, il y a une inquiétude concernant la baisse du nombre de contrôles antidopage. Ça a été rappelé. Quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour rétablir ces contrôles sur le antidopage au niveau des sportifs de haut niveau? Concernant les collectivités, vous l'avez évoqué tout à l'heure, devraient s'organiser dans les jours qui viennent les temps en sport, culture, santé, civique avec l'éducation nationale. Le président de la République a annoncé à midi, à 13h, qu'il parlait d'aide. Concrètement, quelles sont ces aides qui vont être apportées aux collectivités? Et sur ce point de collectivité, un sujet qui vous tient à cœur, est-ce que vous avez des nouvelles ou un calendrier sur l'ouverture des piscines? Parce que les collectivités sont en train de recruter les maîtres nageurs ou les personnels pour l'ouverture des piscines d'été. Et beaucoup s'interrogent, est-ce que ces piscines vont être ouvertes ou pas? Et dernier point sur le sport professionnel. Concernant le sport professionnel, il y a une possibilité qui devrait être offerte, je crois, vous allez me confirmer par ordonnance jeudi au club, de faire bénéficier d'avoir, au lieu d'un remboursement, une proposition que je vous soumets. Que pensez-vous, Madame la Ministre, comme pour la culture, de permettre aux détenteurs de tickets ou les détenteurs d'abonnements de renoncer à ces avoirs ou remboursements en échange d'un crédit d'impôt tel que le mécénat? Il me semble que ce sera un dispositif très intéressant à mettre en place dans les plus brefs délais pour soutenir concrètement les clubs. Là, ce serait un apport direct au club. Enfin, dernier point sur le sport professionnel. Des sports professionnels basent essentiellement leurs recettes sur la billetterie. Moi, je pense au hockey sur glace notamment. J'ai eu des présidents qui s'inquiètent de la rentrée parce que s'il y a moins de spectateurs dans les salles, dans les patinoires, est-ce que avez-vous envisagé un dispositif particulier pour ces sports qui basent leurs recettes essentiellement sur les billetteries et non sur les droits de télévision comme le font, peuvent en bénéficier le foot et le rugby? Merci. Claude Kern, pour suivre. Merci Michel, à Claude. Voilà. Vous m'entendez? Oui, ça semble être le cas. Bonjour Madame la Ministre. Moi aussi, j'aurais beaucoup de questions, donc j'ai dû faire un tri dans les questions et je vais commencer par une question qui concerne la loi de la création de l'Agence nationale du sport qu'a déjà évoqué Jean-Jacques Lozach, mais je n'ai pas vraiment entendu la réponse, c'est pour ça que je me permets d'y revenir, parce que nous sommes toujours dans l'attente de la parution des décrets, notamment de la territorialisation de cette Agence nationale du sport. Pouvez-vous nous donner une date de parution approximative de ces décrets et avez-vous également tenu compte des propositions que nous avons faites dans ce cadre-là? En ce qui concerne le sport professionnel, vous avez rappelé l'importance économique du sport et notamment des emplois directs et indirects. On l'a déjà rappelé, les clubs vont rencontrer ou rencontrent déjà d'énormes difficultés financières par le manque des recettes, que ce soit lié à la billetterie, à la perte du sponsoring ou à la perte de droits TV dans certains sports. Certes, il y a le PGE qui a été mis en place, mais c'est un prêt et il ne va donc pas remplacer les recettes. Envisagez-vous de prévoir d'autres aides ou mesures fiscales fortes telles que la suppression des charges, la baisse de la TVA, l'augmentation par exemple du plafond du mécénat et du sponsoring? Ensuite, pour la reprise, vous avez dit que c'est définitivement clos. On sait très bien qu'un sportif de haut niveau, il faut compter entre 4 et 6 semaines d'entraînement
pour qu'il trouve à peu près à nouveau une condition physique lui permettant de participer à des conditions. Alors, certes, l'arrêt est brutal, mais la reprise ne doit pas être brutale parce que vous savez qu'au niveau européen, l'UEFA, pour ne prendre que le foot, est resté sur une position de reprendre les compétitions européennes, notamment la Coupe d'Europe, dès le mois d'août. Je veux parler entre autres du PSG et de l'OL. S'ils n'ont pas le temps de se préparer correctement, ils vont manquer de compétitivité et je vois mal ces deux clubs rivaliser avec les clubs allemands, italiens ou espagnols qui sont d'ores et déjà en préparation, puisque en Allemagne, la préparation a commencé et dans les autres pays que j'ai cités, la préparation va démarrer, en sachant que les associations des médecins avaient établi un plan de déconfinement qui a notamment été retenu en Allemagne. Enfin, pour le sport collectif, surtout le sport en salle, ça va être beaucoup plus difficile pour le fameux BHV, basket, handball, volley. Comment voyez-vous la reprise à ce niveau-là? Voilà, très rapidement, quelques questions. J'en aurai d'autres, mais bon, je peux laisser la place à tout le monde. Merci, cher Claude. Pour finaliser cette série de questions, Jacques-Bernard Magnier pour le groupe du Parti socialiste et républicain. Bien, merci. Bonjour, Madame la Ministre, mes chers collègues. Moi, j'aurais une critique, une proposition et une question à formuler, Madame la Ministre. D'abord, une critique parce que je pense que pendant cette période de confinement, le sport n'a pas, ou la pratique sportive plutôt que le sport même, n'a pas eu la part qu'elle aurait méritée. Je ne veux pas dire que vous l'avez mal défendu, mais je pense qu'on a été vers la restriction de l'activité sportive individuelle, alors qu'on aurait très bien pu maintenir des activités sportives individuelles, aussi bien le footing, le vélo, avec des conditions un peu plus précises, peut-être tracées que celles qui ont été. Mais la limitation d'1 kilomètre de la pratique sportive, c'était, à mon avis, ridicule, jamais rarement respecté, difficile à faire respecter d'abord par la maréchaussée dans les zones rurales ou par la police dans les zones urbaines, ça doit être un peu différent. Une proposition, je vous rappelle, et vous le savez aussi bien que moi, que pendant des années, on a eu dans le domaine des petits clubs, des petites associations et des collectivités, des emplois aidés. La ministre du Travail a trouvé une bonne idée que de les supprimer, de les remplacer par un nouveau dispositif qui est totalement ingérable et qui ne crée rien dans ce domaine des emplois aidés. Et pourtant, on s'aperçoit, on le savait, que les clubs sportifs avaient beaucoup de besoins et comptaient beaucoup sur ces emplois aidés, ça servait beaucoup. Le monde associatif d'une manière générale et les collectivités, souvent, mettent les emplois aidés à disposition du sport dans leur commune. Or, on compte beaucoup sur le monde associatif quand il y a une crise pour la société. Et bien, cette fois-ci, je crois qu'il va y avoir des besoins encore plus importants à partir de ce déconfinement et des semaines qui viennent. Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre au goût du jour les emplois aidés auprès du monde associatif et des collectivités, des petites collectivités en particulier? Et enfin, les clubs sportifs, les petits clubs, puisque les clubs professionnels ont des moyens considérables, les fédérations ont des moyens considérables, on le sait. Ils sont très dépendants de la télévision et des droits qu'ils perçoivent, bien entendu. Mais on sait aussi qu'il y a des fédérations, et vous le savez comme moi, puisque vous avez eu affaire à la police quelquefois, y compris dans certaines fédérations, qui vivent sur un pied, un très haut pied financièrement et qui ne se privent de rien, qui n'aident pas beaucoup les petits clubs. Et là, moi, je pense qu'il faut que l'État à tout prix, ça a déjà été dit d'ailleurs par un de mes collègues, puisse soutenir le tissu associatif sportif. Quels moyens supplémentaires pensez-vous leur apporter dans le cadre de cette fin de crise? Enfin, espérons que ce soit la fin de la crise. Merci. Madame la ministre, je vous laisse le soin de répondre déjà à ces 3 orateurs qui viennent de s'exprimer. Oui, merci Monsieur Leleux, merci à vous, messieurs les sénateurs. Sachez que pour les associations sportives, nous travaillons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à un plan de relance, non pas uniquement ministériel, mais bien en collaboration et en totale
Transparence avec toutes les fédérations. Les fédérations, nous les incitons, et on n'a pas besoin de les inciter d'ailleurs, parce qu'elles sont tout à fait responsables et conscientes que leurs associations vont avoir du mal à gérer la rentrée qui vient, parce que la pratique des Français aura changé. Elle se sera aussi, excusez-moi de vous contredire, Monsieur Magnier, mais au contraire, je pense que les Français ont découvert, beaucoup de Français, qu'il était possible de faire du sport et d'agencer dans sa journée. Effectivement, confiné, c'est plus facile du sport, puisque dès le départ, le président de la République, dans les 5 exceptions, a évoqué la pratique sportive comme une des 5 exceptions pour sortir du confinement, aller se balader avec ses enfants et faire du sport, ce qui est quand même, il faut le souligner, assez exceptionnel, puisque ni en Espagne ni en Italie, par exemple, c'était autorisé pendant le confinement, et il en a fait du coup un vrai facteur de santé publique, et il a insisté autant que le Premier ministre dans son discours à l'Assemblée nationale sur le fait que le sport, qu'on devait sortir de ce confinement en bonne santé, et que l'activité physique pouvait y contribuer, devait y contribuer beaucoup plus qu'on a pu le faire valoir auparavant. Donc pour moi, en tant que ministre des Sports, évidemment, c'est un beau signal de pouvoir élever le sport au rang qu'il doit avoir sur la santé de nos concitoyens. Et aujourd'hui, si on a voulu soutenir effectivement le sport à domicile et le fait que des nouvelles pratiques ont vu sans doute le jour là pendant les 2 mois, il va falloir aussi qu'on arrive à ramener ce public vers les associations, où là, effectivement, il y aura inévitablement cette peur du contact, cette peur de la remise ensemble des enfants, des adultes. Et il va falloir qu'on travaille là-dessus, probablement avec une campagne nationale en faveur du club, du retour dans un club sportif, et évidemment avec des aides substantielles, aussi bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'emploi que sur le fonctionnement même des associations. Effectivement, pour ce qui est des avoirs, il y a aujourd'hui une ordonnance qui va passer prochainement en Conseil des ministres et qui reprend sur le modèle effectivement du tourisme la possibilité de pouvoir avoir, au lieu d'un remboursement, un avoir, et effectivement permettre aux organisateurs d'événements de conserver, de préserver leur trésorerie. Nous n'avons pas voulu intervenir dans ce sens-là jusqu'au monde associatif et avons préféré laisser la main aux associations de gérer cela avec leurs propres licenciés. Et j'entends bien et je note cette idée du crédit d'impôt où effectivement on pourrait l'envisager à partir du moment où un adhérent décide de ne pas redemander l'adhésion. Peut-être qu'une telle mesure pourrait être à l'étude. Je vais le proposer de mon côté. Quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure aussi et qui sert de réponse ici, effectivement, les financements du sport proviennent aussi du monde privé et beaucoup d'entreprises, on sait, elles sont en difficulté et les dépenses de communication, c'est peut-être les premières qui risquent de disparaître. Donc, il faut aussi que l'argent qui est capté aujourd'hui par le sport en provenance du monde privé, des entreprises, des annonceurs, eh bien, on arrive à leur proposer des dispositifs attractifs pour qu'ils continuent à garder ces investissements dans le sport. Et c'est ce à quoi nous travaillons en lien avec le ministère de l'économie et avec Bercy aujourd'hui. Pour ce qui est de l'ouverture des équipements couverts, donc vous avez parlé des piscines, il y en a des découvertes. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a de toute manière un temps de latence à la réouverture de ces équipements. Donc nous, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif, nous travaillons avec Landis, Landes sur des guides de reprise dans ces équipements sportifs qui auraient vocation, si toutefois les 3 premières semaines qui nous séparent du 2 juin sont positives, j'allais dire en termes d'évolution de l'épidémie, à ce que ces établissements réouvrent progressivement. Je suis tout à fait consciente, et venant d'ailleurs de ce sport qu'est la natation, où je sais qu'on a besoin d'être en contact physique avec l'eau et que courir et faire du vélo, c'est bien, mais ça ne suffit largement pas. Donc il va falloir aussi qu'on trouve rapidement une solution pour donner à nos sportifs de haut niveau l'accès aux équipements dont ils ont besoin pour s'entraîner spécifiquement et commencer effectivement à faire leur métier et leur pratique professionnelle comme tous les secteurs professionnels qui reprennent en France. Mais évidemment, tout ça, c'est soumis à l'évolution de la pandémie et de cette courbe sanitaire et de la maladie. Le sport à l'école, vous l'avez souligné, c'est une grande chance, je pense, déjà pour les associations de se remettre en action, en activité, de se remettre au contact des élèves, des familles. Ça permettra aussi, et c'est une mesure qui avait été imaginée dans le plan de relance, que nous avons travaillé avec Gabriel Attal et Jean-Michel Blanquer,
pour pouvoir effectivement mobiliser via les fédérations avec l'accord et le soutien des collectivités. Et on compte beaucoup sur vous pour ça, pour les mobiliser, pour qu'elles aillent dans ce dispositif de ZES2C, parce que c'est aussi à ça que va tenir la prochaine rentrée associative. Et j'allais dire, nous avons même envisagé avec le mouvement sportif d'avancer cette rentrée sportive et de donner une continuité à ce dispositif de ZES2C en travaillant sur des vacances sportives dès le mois de juillet, la possibilité d'accueillir les enfants en parallèle des centres de loisirs classiques proposés par les collectivités, de les accueillir dans des stages sportifs avec accueil à la journée, de monter avec Gabriel Attal des colonies de vacances où les acteurs du sport, les associations seraient plus partie prenante. C'est vrai qu'on a l'habitude d'un monde sportif qui s'arrête en juillet-août. Ce n'est pas le moment aujourd'hui de s'arrêter, c'est le moment justement de se remettre en activité, de profiter de cette porte ouverte, j'allais dire, par la crise sanitaire dans l'éducation nationale et par l'éducation nationale pour faire cette offre de service à l'école et travailler main dans la main sur l'accueil des enfants pour arriver à augmenter les surfaces d'accueil pour nos enfants, pour arriver à mettre en face des enfants des adultes en nombre suffisant pour pouvoir fonctionner par petits groupes. C'est ce qui est attendu par les parents, c'est ce qui est attendu aussi par les professeurs qui s'inquiètent aussi à juste titre pour cette rentrée. Mais nous sommes là pour vous dire qu'effectivement, nous pouvons y aller en toute confiance et nous serons aux côtés de l'éducation nationale, en soutien avec le monde associatif pour pouvoir accueillir les enfants avec la distanciation nécessaire qu'il faudra. Avec pour la reprise des autres sports collectifs, effectivement, nous avons une échéance aujourd'hui puisque les fédérations ont décidé d'arrêter les championnats en cours, les saisons en cours, et elles ont vocation à reprendre au mois de septembre. Donc une reprise à partir du mois de septembre si tout va bien d'ici là, avec effectivement un fonds de solidarité de la part de plusieurs fédérations, le tennis, le football, le cyclisme, qui ont déjà annoncé des mesures de soutien en propre dans le monde sportif, que bien sûr nous soutiendrons. L'Agence nationale du sport a maintenu tous ces financements aujourd'hui, toutes ces subventions, a facilité les modalités aussi administratives pour arriver à avoir ces subventions. Ce qui a été dépensé aujourd'hui par les organisateurs d'événements sportifs fédéraux, eh bien, nous avons maintenu la quote-part de l'État pour qu'ils puissent ne pas être pénalisés parce qu'ils auraient déjà versé des choses et qu'ils n'auraient pas pu tenir leurs engagements. Donc, on n'a évidemment pas coupé ces soutiens, même si l'action n'a pas été menée jusqu'au bout et même si elle n'a pas été totalement réalisée, enfin, du tout réalisée même. Et nous invitons les collectivités effectivement à en faire de même parce que c'est aussi dans cette continuité économique que la reprise se fera plus sereinement pour les associations. Pour le dopage, excusez-moi, effectivement, on a connu des difficultés aujourd'hui parce que le personnel, y compris le personnel de l'Agence française de lutte contre le dopage, a été mobilisé pour la crise sanitaire en France. Le fait qu'il n'y ait pas aussi d'événements sportifs, il y a eu une mobilisation, j'allais dire, moins importante de toutes les agences de lutte contre le dopage, mais dans les contrôles individuels, les athlètes ont été invités à continuer à s'inscrire, à inscrire leur localisation dans le logiciel. Et les contrôles se font effectivement dans une moindre quantité, du fait de l'arrêt aussi, mais aussi bien l'agence que moi-même, nous continuons à passer ce message. Nous avons fait un guide spécifique pour les sportifs de haut niveau pendant cette période de confinement où nous avons bien spécifié cette thématique et porté à leur attention le fait que le dopage, évidemment, était dangereux pour la santé et pas bon pour l'équité sportive. Et parution des décrets aussi, vous me l'avez demandé, c'est avant l'été. Donc, nous, notre ambition et notre idée, c'est qu'à la rentrée, il puisse y avoir les conférences régionales qui puissent se mettre en place avec cette première thématique, plan de relance du sport prioritaire. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de ces premières réponses. Je vais céder la parole à 3 autres collègues qui s'exprimeront au nom de leur groupe, successivement Antoine Karam pour La République En Marche, Mireille Jouve pour le RDSE et Jean-Raymond Hugonnet. Donc, je cède la parole à Antoine Karam dans un premier temps.
Est-ce que vous m'entendez? Voilà, le son est activé, c'est bien ça? Oui, bonjour Madame la Ministre, bonjour mes chers collègues. Moi, je vous appelle de très loin. Je suis actuellement en Guyane, en Amérique du Sud, et avec le décalage horaire, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Mais j'ai préféré rester avec vous un certain temps, puisque je suis un peu dans notre commission la voix des Outre-mer. Et pourquoi j'en parle? Parce que vous savez ce que les Outre-mer ont apporté au sport français au cours du dernier siècle et dans son histoire. Et du reste, vous qui êtes une championne de natation, je voulais que vous partagiez avec moi avoir une pensée pour Malia Metela, première femme vice-championne olympique issue des Outre-mer, et puis Mehdi Metela, actuel champion de natation. En tout cela, pour vous dire que moi, je suis un adepte aussi du sport amateur, et à ce titre, je m'amuse à dire que le premier parti de France, c'est le mouvement sportif. Si tous les sportifs descendaient dans la rue, tous les problèmes auraient été réglés lorsqu'il y a en période de crise. C'était juste une boutade. J'aurais voulu vous demander, puisque vous l'avez évoqué, mes collègues aussi l'ont dit, de nous confirmer que les associations sportives ont bien bénéficié des dispositions prévues au même titre que pour soutenir les entreprises en difficulté. C'est ma première question. Et ma deuxième question, des actions bénévoles, et vous savez ce que représente le bénévolat au niveau du mouvement sportif, ont été menées pour éviter que les clubs passent à côté des aides. Est-ce que on a bien informé les clubs et comment ça se passe enfin pour que ces clubs puissent pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan de leur organisation pour relancer l'activité sportive lorsque le confinement sera définitivement terminé, je l'espère, dans les semaines qui viennent et que les activités vont reprendre parce que je pense que le sport est un véritable facteur de socialisation et c'est le meilleur paravent contre tous les fléaux qui nous guettent en permanence. C'était juste l'intervention que je voulais faire. Merci Antoine. Je passe la parole à Mireille Jouve pour le groupe RDSE. Mireille. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui? Oui. Oui. Oui, oui. Bonjour Madame la Ministre. Je partage les préoccupations de mes collègues, en particulier sur le soutien aux clubs sportifs amateurs, sur les emplois aidés, sur la baisse des subventions allouées par les collectivités dont les ressources s'amenuisent. Mais tout cela a été déjà évoqué. Je vais donc aborder un autre sujet, celui de la réouverture de certains équipements sportifs. Madame la Ministre, les pratiques sportives sont d'une très grande diversité. Certaines, je pense notamment à l'équitation ou au golf, s'effectuent dans un cadre peu contraint en matière d'espace. Afin de permettre la pratique de ces sports individuels d'extérieur, respectueux de la distanciation physique et d'offrir une respiration financière à ces structures, une réouverture des parcours de golf ou des centres équestres pourrait-elle être envisagée dès le 11 mai? Je pourrais également évoquer la navigation de plaisance, les sports nautiques et bien d'autres encore. Je vous remercie. Merci Mireille. Jean-Raymond Hugonnet, vous avez la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame la Ministre. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon? Ok. Vous nous avez invités à avoir un regard critique et bienveillant sur votre action en début d'audition et c'est bien volontiers que je vais respecter cette feuille de route. Alors en commençant peut-être par l'aspect critique d'abord, juste vous dire que les propos que vous avez tenus le 22 avril, même si on peut comprendre aisément dans cette circonstance ou la fatigue ou le stress, mais dire que par les temps qui courent, le sport n'est pas prioritaire était une grande maladresse, surtout quand on rapproche cette phrase de la diminution de surface de votre ministère depuis déjà pas mal de temps. Mais, encore une fois, qui ne fait pas une erreur, vous avez rectifié un peu le tir le 24, 2 jours après, mais le mal était fait quand même. Parce que, et là je passe sur la bienveillance, quel meilleur moment qu'en ce moment pour promouvoir le sport santé, qui est un axe
très, très important auquel nous sommes particulièrement attachés au Sénat. Je crois que l'occasion est inespérée parce que c'est dans ce moment-là où on a bien vu que les Français, j'ai vu des gens, moi, que je n'ai jamais vu courir, jamais faire de vélo, on les voit, alors dans le respect plus ou moins, là encore aussi des gestes barrières, et ça il faut forcément le souligner, mais on sent pour les Français, pour une fois, un accès au sport et une volonté de faire du sport. Donc, pourquoi ne vous entendons pas trop sur ce thème-là en ce moment? Ça, c'est ma première question. La seconde, elle concerne, en ayant aussi une pensée pour mes amis corses, aujourd'hui. On n'a pas choisi cette date par hasard, mais le 5 mai est une date importante pour les Corses, vous le savez. Le 5 mai 92, tous ceux qui sont morts en regardant un match de football dans leur passion, voilà, il faut avoir une petite pensée pour eux. Je voulais savoir, alors que on vous a vu omniprésente par moments sur des thématiques, pourquoi vous n'êtes pas venu en soutien d'une personne comme Nathalie Bois de la Tour, quand elle essaie de remettre un petit peu, et c'est pas pour rien que c'est une femme qui le fait, et je sais que vous êtes sensible à cet aspect, un petit peu d'humanité dans ce sport ô combien populaire qu'est le football, ô combien aussi, c'est un sport qui rapporte, je le précise pour ceux qui voudraient fustiger le sport professionnel, mais quand on sait ce que rapporte le football professionnel à la France et le handicap que supporte la France dans ce métier et dans ce secteur par des taux d'imposition qui ne sont pas, à mon sens, à la juste valeur de ce que rapporte le football professionnel, pourquoi on ne vous entend pas aux côtés de Nathalie Bois de la Tour pour essayer de ramener un peu de raison? Il ne s'agit pas d'intervenir de façon inconsidérée, mais pour ramener un petit peu le sport professionnel à quelque chose de peut-être plus solidaire et à la fois quelque chose de plus en rapport avec ce que nous allons vivre après le Covid. Merci, madame. Merci Jean-Raymond. Madame la ministre, je vous laisse répondre à ces trois orateurs. Merci Madame Jouve, merci messieurs pour ces remarques et ces questions. Évidemment, quand je me suis prononcée dans une émission sur Eurosport, et je reviendrai surtout sur mes propos dans l'émission, puisque la phrase que vous reprenez est celle reprise sans son contexte dans le journal L'Équipe qui la reprend et la recommente pendant 3 jours en disant que j'avais dit que le sport n'était pas une priorité. J'ai simplement dit qu'en ce moment, la santé des Français et la vie, tout simplement, était la priorité du gouvernement, et y compris la mienne. En le déclinant à mon domaine, c'est évidemment la santé des athlètes. Et effectivement, à un moment où on pose une question de savoir est-ce que entre la santé des athlètes et la reprise des événements sportifs, parce qu'il y a effectivement un intérêt économique à reprendre ces activités sportives, quelque part, quelle est la priorité? Évidemment, je n'ai aucun souci à dire et à assumer encore plus dans cette date historique du 5 mai pour le sport français, de dire que la priorité, y compris pour le sport, c'est la vie aujourd'hui et que c'est la santé de nos concitoyens et des athlètes en particulier dans mon domaine. Maintenant, effectivement, ce sport spectacle, ce sport professionnel dont on connaît tous les vertus pour toute la population et évidemment beaucoup d'événements sportifs représentent la quintessence du sport populaire en France, et on pense là évidemment au football, au Tour de France, c'est des événements majeurs pour le moral des Français, pour leur quotidien aussi et pour vivre cette passion. C'est une chose où il y a énormément de moyens. Et effectivement, encore dans ma déclaration il y a 2 jours, qui a soulevé d'ailleurs l'ire de nombre, de certains présidents de clubs aussi, parce qu'ils l'ont mal pris, évidemment, c'est de dire, oui, ce n'est pas normal, comme l'a dit Nathalie Bois de la Tour, que dans ce secteur, on ne soit pas plus précautionneux, j'allais dire, dans les investissements qu'on fait, et que, encore une fois, en un mois de crise, mette cet écosystème à genoux. Ce n'est pas possible, puisqu'on a l'impression qu'il est tellement solide quand on regarde comme ça dans un fonctionnement normal, et dès qu'il y a le moindre grain de sable, eh bien, ça s'écroule. Donc, effectivement, il faut re-questionner le système.
Nathalie Bois de la Tour, je discute très régulièrement avec elle, on se parle au téléphone tous les 2 jours. Toutes les décisions qui ont été prises et proposées, elles ont été faites en complète concertation avec Nathalie et avec les instances du football amateur et du football professionnel. Maintenant, vous voyez que dans cette période où les médias, effectivement, et je les comprends aussi, n'ont pas grand-chose à traiter, puisque malheureusement, aussi, les médias ont l'habitude de ne parler que du sport-spectacle et que d'utiliser le sport pour ce qu'il est de visible et pas sur tous les aspects que vous avez évoqués, le sport santé, le sport inclusion. Tous ces aspects du sport ont finalement très peu de place dans l'espace médiatique, en tout cas sportif, malheureusement. Et c'est vrai, au même titre que vous le dites, il a permis au ministère des Sports de sortir des tiroirs, puisqu'on y travaillait avec nombre d'agents ici au ministère des Sports, avec des personnes dédiées au sein de mon cabinet sur le sport santé, sur le sport inclusion, sur le sport et l'écologie, le développement durable. Malheureusement, nous dépendons de l'espace médiatique qui nous est proposé en face. Et encore, même pendant cette période, alors que les événements n'ont pas lieu, à chaque fois qu'on m'interviewe, c'est sur le sport professionnel qui n'a pas lieu. Donc, quelque part, on est dans une contradiction, c'est incroyable hein, de se dire que même au moment où les compétitions ne peuvent pas avoir lieu, eh ben, on arrive quand même à faire des feuilletons fleuves sur ce qui n'a pas lieu, alors qu'il y aurait énormément d'autres choses à traiter en lien avec le sport. Ces thématiques, sachez que nous, on les travaille, même si on n'arrive pas tout le temps à en parler, parce qu'aussi, il y a d'autres priorités en France que le sport aujourd'hui et que la santé, aujourd'hui, le déconfinement scolaire, c'est important. C'est pour ça aussi que je suis ravie que le monde associatif et sportif et le sport puissent avoir une place dans ce déconfinement scolaire et qu'on puisse venir en soutien de l'éducation nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et effectivement, dès que Olivier Véran aura un petit moment pour souffler au sortir de cette crise, je sais qu'il est très convaincu par le sujet du sport santé et qu'on travaillera ensemble sur cette stratégie nationale du sport santé qu'on avait déjà annoncée avec Madame Buzyn il y a quelques mois, qui n'a pas eu beaucoup de retentissement parce qu'il y avait évidemment d'autres sujets. Mais aujourd'hui, nous venons de lancer par exemple la deuxième vague de labellisation des maisons sport santé. L'objectif, c'est d'arriver à 500 d'ici la fin du mandat du président de la République. Aujourd'hui, cet engagement est tenu. Nous avons monté sur chacun des territoires, aidé à monter, soutenu et mis en réseau un certain nombre d'acteurs qui vont faire du sport un vrai outil de santé publique. Et je pense que c'est d'autant plus valorisable aujourd'hui qu'au sortir de la crise sanitaire, les gens vont devoir passer par la case activité physique pour se refaire une santé aussi bien physique que mentale. Effectivement, je confirme à Monsieur Karam, je crois qui m'a posé la question sur les associations. Je me suis battue pour que les associations soient nommément inscrites dans la loi de soutien, dans la première loi d'urgence qui a été votée. Et elles y sont, elles peuvent en bénéficier. Nous avons, je crois, 380 000 associations sportives en France. Je ne suis pas dans la capacité d'envoyer un mail à chaque association. Nous avons donc pris la parole publiquement dessus. Nous avons communiqué via notre réseau de fédérations et chacune a fait passer, je l'espère, le message jusqu'à la plus petite des associations. Et nous comptons sur vous aussi, les parlementaires, pour faire passer ce message. Ils peuvent bénéficier du fonds de solidarité, ils peuvent bénéficier du chômage partiel, elles peuvent bénéficier du PGE si jamais elles en ont besoin. Et puis aussi pour tous les travailleurs indépendants qui font des prestations pour les associations, parce que beaucoup d'éducateurs sportifs sont travailleurs indépendants, eh bien ces auto-entrepreneurs peuvent avoir entre 1 500 € et 5 000 € pour compenser les non-rentrées d'argent et voire même un manque de chiffre d'affaires puisque le sport et les associations vont continuer à être soutenues dans ce déconfinement partiel où elles ne pourront pas exercer leur activité. Et puis, pour la reprise de l'activité en association, Madame Jouve, je vous confirme qu'il est possible que les clubs sportifs reprennent leurs activités, y compris les sports qui, d'habitude, proposent des activités de contact, comme le judo, comme le football, comme le basket, comme le volley, le hand, eh bien, elles pourront proposer d'autres choses qui ne sont pas les sports co tels qu'on les connaît sur le contact et le rapprochement, mais avec une distanciation suffisante, y compris à leurs adhérents. Et là, je ne parle pas des sportifs de moyen niveau ou de bon niveau, mais bien aux adhérents. L'idée étant que le monde associatif arrive à remettre aujourd'hui du lien social
On en a besoin plus que jamais. Et moi, je compte beaucoup sur les associations pour que petit à petit, par petits groupes, aujourd'hui 10, peut-être au 2 juin plus de monde, qu'on arrive à maintenir tout l'été cette activité associative vivante pour qu'on puisse renouer ces contacts sociaux qui ont été mis à mal par cette période de confinement. Merci, Madame la Ministre. Il nous reste 4 orateurs inscrits et je vais donc leur passer la parole dans l'ordre suivant. Michel Laugier pour le groupe UC, Céline Brulin pour le groupe CRCE, Céline Boulay-Esperonnier pour le groupe LR et Colette Mello pour le groupe RTLI. Donc Michel Laugier dans un premier temps. Vous avez Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Pensez à vous raser. Oh, ben non, c'est fait, c'est juste devant, mais c'est mon look habituel. Bonjour Madame la Ministre. Le sport aujourd'hui, on en parle beaucoup et je pense qu'il n'y a jamais eu autant de sportifs en France. On l'a vu, certains se sont trouvés de nouvelles velléités sportives à l'occasion de la crise du Covid. Donc moi, je voudrais juste poser 3 questions. Alors, une, sûrement, vous allez apporter quelques précisions, mais vous en avez parlé, mais la liaison n'était pas très bonne à ce moment-là. C'était sur le renouvellement des instances fédérales. Vous avez parlé que donc, ça avait été repoussé en fin d'année. Et moi, je me demande, est-ce que ce ne serait pas mieux de les repousser après les JO, c'est-à-dire à l'automne 2021? Ça, c'est ma première question. Mais je n'ai pas bien entendu votre intervention tout à l'heure parce qu'il n'y avait pas une bonne liaison. En ce qui concerne le sport amateur et surtout l'aide aux collectivités, vous pouvez un petit peu préciser ce que vous voulez faire, parce que les collectivités ne vont pas aussi sortir avec des finances très élevées à l'occasion de la crise du Covid, puisqu'il y a des nouvelles dépenses qu'elles n'avaient pas prévues, et surtout il n'y a pas beaucoup de recettes, donc les budgets seront très limités. Et bien sûr, le sport amateur est aidé aussi par les entreprises locales. Et là aussi, elles vont avoir des gros problèmes financiers. Donc, comment vous voyez-vous finalement la reprise du sport amateur avec finalement ces incidences financières qui sont difficiles à maîtriser? Et puis, dans la grande cacophonie qui a précédé la décision de la fin des championnats, notamment de football, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi peut-être revoir les instances, comme dirait la chanson, entre la fédération et la ligue? Est-ce qu'il n'y en a pas une de trop? Merci de vos réponses. Madame Brulin. Merci Michel. Madame Brulin. Merci Président. Bonjour Madame la Ministre. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Vous avez évoqué le dispositif Sport, Santé, Culture, Citoyenneté qui est censé accompagner la reprise de l'école. Effectivement, le ministre Blanquer et les autorités académiques fondent beaucoup d'espoir sur ces dispositifs pour permettre d'accueillir les enfants dans les conditions sanitaires qu'on connaît, c'est-à-dire en petits groupes. Mais à chaque fois que j'entends parler de ce dispositif, c'est plutôt pour solliciter les collectivités territoriales pour sa mise en œuvre. Alors, bien évidemment, il me semble pas du tout incongru de les solliciter, mais quels sont les moyens, et de votre ministère en particulier, peuvent être déployés, éducateurs sportifs, y compris quels liens on crée avec les clubs sportifs pour qui ça pourrait être une manière de relancer leur activité dont tout le monde dit à juste titre qu'elle va peut-être connaître une baisse. Donc concrètement, parce que cette reprise scolaire est quand même imminente, même si elle s'avère très compliquée dans les délais impartis, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu tout ça? Ensuite, je voudrais faire de vous une alliée, Madame la Ministre, de la réouverture des plages. Et vous comprendrez que l'élu normande que je suis vous interroge là-dessus. Nous avons la chance dans notre région d'avoir des plages où il y a des marais et où ce sont de très grandes plages en général, et de les réouvrir à la pratique sportive. Parce que compte tenu de la configuration de ces plages, en particulier à marée basse, il nous semble tout à fait possible d'y pratiquer une activité physique et sportive en respectant, en gros, le fait de ne pas créer d'attroupement. Tout cela, bien évidemment, à l'appréciation des maires qui sauront prendre les décisions et choisir les moments
où cette pratique pourra être favorisée, mais il me semble que ça serait faire preuve de bon sens et de justice. Les parcs et les jardins publics vont être réouverts dans les prochains jours. Il semble incompréhensible que ça ne soit pas le cas des plages. Je dirais même que l'atout qui consiste à vivre dans une région littorale, un formidable atout, peut se retourner complètement, puisque quand on est dans un rayon de 100 km, vous imaginez bien que si on n'a plus accès au littoral, ça exclut quand même beaucoup de territoires, et notamment pour la pratique sportive. Enfin, pour pas être trop longue, tout le monde réfléchit bien évidemment au monde d'après. Donc, certains de mes collègues, à juste titre, ont évoqué, si j'ai bien compris, la nécessité d'un plus grand ruissellement, je vais le dire comme ça, entre un monde sportif professionnel dans certaines disciplines plus que d'autres, du reste, qui devrait peut-être revenir à un modèle économique plus raisonnable et avec une péréquation et une plus grande solidarité avec le sport amateur. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que tout le monde a évoqué qu'il y a eu un développement du sport dans cette période de confinement, mais je dirais parfois presque un peu le sport derrière son écran, là encore. Et ça peut induire des comportements nouveaux à l'avenir. Comment, là aussi, on permet aux clubs amateurs, aux plus petites structures, de prendre leur part à ça? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, imaginer une plateforme publique qui proposerait des exercices ou des activités en ligne comme on peut les concevoir, les voir aujourd'hui, mais qui prendrait appui sur la richesse du tissu associatif qu'on a dans l'ensemble de nos territoires? Je vous remercie. Merci Céline. Céline Boulay-Espéronnier pour le groupe LR. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour cette audition. 3 questions. La première concerne les salles de sport. Il y en a quelques 4400 en France pour 6 millions d'adhérents, et les salles de sport et de fitness ont développé beaucoup d'atouts de créativité et d'adaptabilité pour nous proposer des applications et nombre d'heures d'enseignement de sport à distance pour nous aider à supporter ce confinement difficile. Or, il se trouve que plusieurs patrons d'enseignes fustigent l'attitude des banques qu'ils accusent de traîner les pieds pour leur accorder des suppléments de trésorerie, alors même que la plupart des salariés ont été mis au chômage partiel et que les indépendants, je pense notamment aux coachs sportifs, peuvent solliciter une aide de prêt garanti par l'État. Alors, est-ce que vous pensez que vous pourriez influer en ce sens pour les aider? La deuxième question concerne Roland-Garros. Voilà, puisque je suis élue parisienne, et il se trouve que ce tournoi auquel nous sommes tous très attachés est dans ma circonscription, que j'habite même à quelques encablures. J'en ai même suivi les travaux de développement du stade. Et la FFT, comme vous le savez, est la principale source de revenus qui irrigue les 8000 clubs de tennis via ce tournoi du Grand Chelem, les 8000 clubs de tennis en France. Et Madame la Ministre, vous avez annoncé que le tournoi de Roland-Garros ne pourrait se tenir fin septembre que et seulement si il y avait une autorisation de recevoir du public. Est-ce que vous envisagez que le tournoi puisse se tenir à huis clos? Car pour les grandes épreuves, cela limiterait les dégâts et redonnerait un souffle à une activité qui aujourd'hui est au point mort. La tenue des grands chelems, coûte que coûte, reste en effet une priorité par rapport à l'impact social et économique de ce sport auquel je suis moi-même particulièrement attachée. Et enfin, une courte question, la réponse est peut-être un peu longue. Est-ce que, selon vous, et je n'espère pas, l'organisation des JO 2024 est menacée, puisqu'on parle d'un surcoût de 3 milliards de dollars pour un an d'exercice supplémentaire du comité d'organisation à cause du report des JO de Tokyo qui sont décalés d'1 an. Voilà, je vous remercie de vos réponses. Merci Céline. Et pour terminer, la parole à Colette Mello pour le groupe RTLI. Merci Monsieur le Président. Vous m'entendez, mais vous ne me voyez peut-être pas. Vous me voyez aussi? Je partage ma webcam. Oui, ça y est, c'est bon. Madame la Ministre, chers collègues, ma première question porte sur la reprise des activités équestres.
Une de mes collègues, Mireille Jouve, a évoqué cette question, mais je crois qu'elle est restée sans réponse. Comme d'autres secteurs, les poney clubs et les centres équestres ne peuvent recevoir de public en vertu du décret du 23 mars dernier. Beaucoup de centres se trouvent dans mon département, en Seine-et-Marne. Malgré les annonces du gouvernement quant à la reprise des activités sportives en extérieur et par groupe de 10 personnes, en respectant les mesures barrières et la distanciation physique, ces structures demeurent dans l'expectative pour la pratique qui peut s'exercer dans des carrières ou des manèges, sans compter la pratique de plein air. Les forêts sont ouvertes maintenant, notamment, compte tenu de la surface et du volume d'air des manèges, minimum 800 mètres carrés et 4000 mètres cubes. Il semble pertinent de considérer que ces équipements revêtent les caractéristiques nécessaires au respect des mesures sanitaires pour lutter contre la propagation de l'épidémie. C'est ma première question. Voilà, à moins d'une semaine du déconfinement, peut-être pouvez-vous faire une annonce. Ma deuxième question porte sur les salles de sport. Madame la ministre, les salles de sport connaissent une application très inégale des règles d'encadrement et des obligations d'hygiène et de sécurité. En effet, de nombreuses salles dites low cost fonctionnent sous statut simple, loueur d'espace, et s'affranchissent d'un grand nombre de règles, ne permettant pas de garantir une pratique du sport en toute sécurité à leurs adhérents. Cette situation est d'autant plus alarmante en cette période. Or, la réouverture prochaine des salles de sport ne tient pas compte de ces différenciations réglementaires. Ne faudrait-il pas rehausser à long terme les obligations d'hygiène et de sécurité de l'ensemble des salles et organiser une réouverture différenciée des structures selon leur nombre d'adhérents par mètre carré? Autrement dit, est-ce qu'on ne peut pas profiter d'une réouverture pour fixer des règles qui n'existent pas jusqu'à maintenant? En tout cas, pourquoi ne pas y penser? Je vous remercie pour vos réponses. Voilà, Madame la Ministre, vous avez la parole pour répondre à ces 4 derniers intervenants. Merci mesdames et merci monsieur Laugier. Effectivement, nous avons déjà pu annoncer, c'est dans le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale, la possibilité de la reprise individuelle de tout un chacun et des sportifs amateurs comme des sportifs professionnels, parce que finalement c'était simple à annoncer, puisqu'il s'agissait effectivement de n'aller que finalement au-delà de cette limite des 1 km et au-delà de l'interdiction du rassemblement circonscrit à l'unité épidémiologique, comme on disait auparavant. Aujourd'hui, on va avoir la possibilité de se croiser avec 10 personnes maximum. Et évidemment, il reste des spécificités sport par sport, comme je vous l'ai dit. Imaginez-vous le travail qu'on a aujourd'hui à faire avec les différentes sortes de sports qui existent, avec 114 fédérations qui doivent nous ramener un guide spécifique à chacune des activités pratiquées. C'est complexe. C'est un grand travail qu'on a demandé en avance de phase aux fédérations, sachant qu'elles étaient un peu perdues aussi, n'ayant pas de date pour se projeter pour la reprise. Donc, on leur a demandé de travailler déjà depuis quelques semaines. Et aujourd'hui, effectivement, ces 3 grandes familles que vous avez évoquées dans vos différentes questions, donc le sport en lien avec des animaux, nous y travaillons puisque l'équitation est sous l'égide aussi bien de Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, que de moi-même. Vous avez vu qu'il y a un plan de soutien spécifique qui avait déjà été annoncé pour pouvoir permettre de nourrir les animaux et d'avoir un soutien plus particulier, puisqu'il y avait les animaux aussi dont il fallait, qu'ils devaient prendre à charge et qui n'avaient pas été mis à l'étude dès le départ. Mais effectivement, leur réouverture est aujourd'hui en travail. Il y a les pratiques sur les grands espaces, j'allais dire, en montagne, à la mer, dans les lacs, dans les plans d'eau, et dans les forêts. Effectivement, ces grands espaces sont soumis, j'allais dire, à un arbitrage interministériel, puisqu'il y a des zones rouges où ils vont être amenés à être encore fermés un certain temps,
ou à redevenir fermés lorsqu'ils ont été ouverts. Ça dépend beaucoup du code couleur et des indicateurs qui ont été choisis pour mettre en avant la possibilité pour les préfets d'aller au-delà de la ligne générale préconisée par le gouvernement ou en deçà, donc s'adapter en fait aux réalités locales. Et ce qui a été énoncé par le Premier ministre, j'allais dire, c'est un premier jet d'annonce. Et effectivement, aujourd'hui, nous étudions ce que les parlementaires aussi nous ont proposé, ce concept de plage dynamique où les plages seraient un simple lieu de passage et non pas un endroit où on pourrait déposer sa serviette et du coup inciter à un rassemblement de fait parce que la plage, finalement, quand il fait beau, c'est quand même vachement bien. Donc, c'est aussi, j'allais dire, contre ça qu'il faut aujourd'hui qu'on se batte collectivement, contre ce relâchement généralisé de tout le monde. Il va y avoir la période des ponts du mois de mai là, qui est déjà là, en fait. Donc, sachant qu'il y a l'interdiction des déplacements, on n'a pas envie, personne, je crois, de se retrouver avec des voitures dans tous les sens, allant rechercher les lieux, j'allais dire, où on pourrait se sentir libre de nos mouvements et retrouver voilà, cette notion du bien vivre ensemble. C'est pas pour tout de suite, il faut qu'on le fasse progressivement, mais à côté de ça, on est tout à fait conscient que et les sportifs de haut niveau qui doivent pratiquer sur l'eau, en mer, je pense à tous les sports de voile, à tous les sports effectivement de natation également, qui doivent avoir accès à des plans d'eau, si c'est pas possible en milieu confiné aujourd'hui en piscine, et puissent avoir accès à des plans d'eau en mer ou en lac, et effectivement, dans une troisième étape, voir comment ouvrir des équipements plus tard au grand public lorsque ce sera possible. Donc, n'ayez de crainte, tout ça c'est en travail aujourd'hui. On est tout à fait conscient que et les sportifs et les associations et ces fédérations spécifiques, que ce soit la fédé de marche, d'équitation, d'escalade, qui d'habitude utilise ces grands espaces, ont besoin d'être rassurés. On est au contact avec eux et je comprends leur impatience de pouvoir reprendre. Mais en même temps, il n'y a pas de caractère d'urgence. S'il y en a un, c'est de réussir le déconfinement scolaire de nos enfants et c'est de sortir progressivement dans chaque secteur d'activité pour pas qu'il n'y ait un afflux de population. Et c'est valable pour le sport également. Le sport étant à la jonction entre le plaisir, le loisir, le sport pratiqué par passion, mais aussi un métier pour un tas de gens et qui doivent aussi pouvoir reprendre leur métier comme tous les autres secteurs d'activité. Les autres questions concernaient les salles de sport, les salles de fitness, et effectivement, sachez qu'elles sont considérées par le ministère des Sports au même titre que tous les autres établissements. Donc, ce sont des ERP contrôlés par le ministère des Sports, avec effectivement cette dimension, j'allais dire, privée plus importante que le monde associatif, où il y a un règlement déjà fédéral en place, alors que là, c'est le règlement du marché concurrentiel qui se met en place, mais les agents de mon ministère ont vocation d'aller contrôler. Effectivement, ces salles de sport ne pourront rouvrir de toute façon qu'en respectant strictement le guide qu'ils auront contribué et qu'ils auront complètement d'ailleurs édicté eux-mêmes pour que leurs clients puissent avoir accès à ces activités en toute sécurité. On est conscient qu'au même titre que les restaurants, que les hôtels et que le tourisme, c'est un secteur et ce sont des acteurs qui vont avoir besoin d'un accompagnement plus fort de la part de l'État. C'est pour ça qu'on les a inclus au même titre que l'événementiel sportif dans ce plan de continuité économique qui ira jusqu'à fin juin à minima. Ils vont pouvoir bénéficier d'un report de charges. Aujourd'hui, a été annoncé officiellement effectivement même l'annulation des charges fiscales et patronales qui pourra aller au-delà de ce qui a été annoncé pour d'autres acteurs économiques en dehors de ces 5 champs. Donc voilà, sachez qu'on les suit de très près, qu'on travaille avec elles voilà, main dans la main pour que les gens puissent retourner dans ces salles de fitness en toute sécurité. Roland Garros et les grands événements, effectivement comme les Jeux Olympiques aussi, aujourd'hui nous sommes dans un modèle, j'allais dire, de Jeux Olympiques déjà qui préconisait les mesures que le monde d'après nous impose d'une certaine manière. C'était des jeux écologiques, c'était des jeux inclusifs et pas uniquement dédiés aux sportifs de haut niveau, mais aussi à toute la population. Il y avait aussi cette notion d'économie, puisque 5% seulement des équipements vont devoir être construits, 95% existent déjà. Donc,
Sans doute y aura-t-il des dépassements de coûts, mais sachez que tout cela est contrôlé activement par toutes les parties prenantes, toutes les collectivités. Le COJO ne gère pas son budget tout seul, mais est soumis à un contrôle strict collaboratif entre l'État et toutes les collectivités qui sont parties prenantes. Et s'il y a des ajustements à faire, nous les voterons et nous les acterons tous ensemble. Mais aujourd'hui, ce modèle, j'allais dire, était déjà en rupture par rapport au modèle classique des Jeux Olympiques. Mais j'entends bien ce que vous dites. Effectivement, le report des Jeux de Tokyo d'une année, avec l'incertitude, encore une fois, l'incertitude qui pèse sur tout le monde pour la tenue des compétitions à l'avenir, fait que voilà, tous les organisateurs d'événements, y compris le COJO, a de quoi s'inquiéter aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, nous faisons tout ce qu'on peut pour les rassurer. Roland-Garros, comme le Tour de France, n'a de sens que s'il y a du public. Maintenant, si on est dans une configuration où il ne peut pas y avoir de public, mais que les compétitions puissent se tenir, c'est-à-dire que les sportifs puissent recommencer à s'entraîner longtemps à l'avance, qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent voyager pour venir en France disputer ces compétitions. Évidemment, tous les scénarios seront à l'étude, mais aujourd'hui, c'est les organisateurs eux-mêmes qui proposent, aussi bien pour le Tour de France que pour le Roland-Garros, les reports de ces compétitions, tant que j'allais dire, la configuration classique de ces compétitions ne pourrait être respectée. Vous avez vu que le Tour de France a déjà été reporté, Roland-Garros aussi. Un calendrier de l'UCI a été annoncé aujourd'hui avec la tenue de compétitions préparatoires pour le Tour de France pendant tout le mois d'août. Donc voilà, ils peuvent être rassurés sur le fait que nous ferons tout ce qui est en mon pouvoir, en tout cas dans le pouvoir en interministériel du gouvernement, pour que les compétitions, si l'évolution du virus aujourd'hui et notre capacité commune à casser ces chaînes de transmission du virus est réellement active, nous ferons tout pour que ces compétitions et ce secteur puissent reprendre, avec en tête avant tout la sécurité des sportifs, et on est conscient qu'ils doivent pouvoir revenir à l'entraînement bien avant la tenue des événements sportifs. Les élections fédérales, je voulais vous repréciser donc que la date que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est une date qui a été trouvée dans un consensus général de toutes les fédérations avec le CNOSF au 30 avril, donc une date limite au 30 avril de l'année prochaine. Nous pensions, comme vous, que peut-être des présidents auraient préféré prolonger leur mandat jusqu'après les Jeux Olympiques. Étant donné l'incertitude de la situation, nous avons plutôt apprécié, je dois l'avouer, cette décision commune qui met en avant un geste démocratique pour moi, de respecter finalement le mandat, de respecter les modalités d'élection, même si nous avons rallongé la possibilité d'un mois, donc au 30 avril, puisque c'était jusqu'à fin mars. Voilà, avec une tenue des élections, y compris pour le CNOSF, au mois de juin, c'est-à-dire quelques mois avant la tenue des Jeux Olympiques. Donc, il va falloir aussi que l'Agence nationale du sport puisse pleinement jouer son rôle et assure une continuité sportive et de suivi technique de nos sportifs, parce qu'on sait que quand un président change, quand une gouvernance est modifiée, souvent il y a une équipe technique aussi qui est amenée à être modifiée, et moi je n'aimerais pas que nos sportifs soient mis en difficulté, y compris pour les critères de qualification pour les Jeux, y compris pour leur préparation. Donc voilà, l'Agence nationale du sport aura vocation à assurer cette continuité sportive malgré des élections qui pourraient mettre en balance l'une ou l'autre équipe technique d'une fédération. Sur la gouvernance des instances sportives, je ne vais pas m'immiscer dans la gouvernance, vous m'avez entendu le faire lorsque les cas étaient très graves. Aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il y a une réflexion commune à mener entre sport professionnel, entre les différents clubs de différentes tailles, et puis aussi la fédération et la ligue. Il y a, je le réaffirme, un lien très fort entre le sport et l'État, que j'aimerais réaffirmer ici devant vous, un lien très fort entre les ligues professionnelles et les fédérations. C'est, je le rappelle, la fédération qui donne un contrat de subdélégation à la ligue professionnelle. Donc les ligues ne sont pas des entités privées, indépendantes, fonctionnant hors sol. Il y a bien un lien entre le sport professionnel et le monde amateur, auquel je tiens personnellement, et avec à la clé évidemment une redistribution financière et une équité aussi
entre le sport professionnel et le sport amateur, qu'on peut rediscuter, évidemment. On peut en rediscuter les montants, les modalités. Mais voilà, je pense qu'effectivement, c'est le moment de remettre tout ça aussi en discussion. Et effectivement, j'aurais préféré que ces quelques mois de confinement permettent aux différents acteurs de se poser les bonnes questions et peut-être pas les questions de savoir à quelle place je suis, à quelle journée j'arrête le championnat. Mais bon, on a encore le temps d'en discuter. Pour les moyens mis en place pour le dispositif 2S2C, sachez que de notre côté, on a mobilisé, y compris les financements de l'ANS, pour les réfléchir, les réorienter si besoin était sur des actions qui seraient menées avec l'éducation nationale. En tout cas, déjà d'emblée, les fédérations sont très intéressées par le sujet puisque nous recherchons le lien avec l'éducation nationale depuis longtemps. Le mouvement sportif est très heureux de pouvoir être associé, j'allais dire, même s'il n'y avait pas de moyens à la clé, puisque aujourd'hui les associations sont prêtes à se mobiliser. Mais voilà, il y aura aussi une discussion avec les collectivités locales pour pouvoir aider les collectivités à solliciter ces acteurs du monde sportif et associatif de manière plus large sur ces dispositifs. C'était l'audition de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Elle a indiqué aux sénateurs que les pertes économiques du secteur du sport pendant la crise du coronavirus s'élevaient à plus de 20 milliards d'euros. Et puis concernant le football professionnel lourdement frappé par les effets de cette épidémie du Covid-19, la ministre a invité ce secteur à repenser son modèle économique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Continuez à vous informer sur cette crise sanitaire sur notre site internet publicsena.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat.